bonsoir à tous, bienvenue dans À la source, le rendez-vous de l'actualité religieuse sur KTO. Au sommaire de cette édition, la propagande des partisans de l'euthanasie et ses conséquences, le symposium romain sur la pédophilie dans l'Église, mais aussi la fête et la prière des étudiants à Rennes le week-end dernier. Notre dossier de campagne ce soir sera consacré à l'économie et plus précisément, alors que la crise n'en finit plus, à cette question, y a-t-il encore des choses à réfléchir en matière d'économie ou bien aucune alternative possible? Nous en parlerons avec nos invités. François Huguenin, essayiste, auteur de Résister au libéralisme, et Guillaume Goubert, rédacteur en chef au journal La Croix. Peut-être ne l'avez-vous pas vu, c'était mardi soir, tard, sur France 2, un film intitulé « Un homme demande à mourir ». Un documentaire qui nous emmenait à la rencontre d'un homme atteint d'un lock-in syndrome à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Lourdement handicapé, il était dépendant d'un respirateur et d'un système d'alimentation artificielle dont il demandait l'arrêt. Il a donc été accueilli dans un centre de soins palliatifs pendant 3 semaines après l'arrêt de son respirateur. Et contrairement à ce que le film laisse croire, l'alimentation n'a pas été brutalement interrompue. Ce sont bien des soins palliatifs qui lui ont été prodigués. Alliance Vita a protesté contre ce film, dont les réalisateurs ont visiblement exploité une situation familiale dramatique et instrumentalisé l'équipe des soins palliatifs pour laisser croire que le type de fin de vie vécu par cet homme devrait être légitimement remplacé par l'injection létale. Alors d'autres voix s'élèvent pour dénoncer l'extrême dangerosité de la propagande pro-euthanasie. On écoute le professeur Emmanuel Hirsch. Il a créé le collectif Plus digne la vie. Il n'y a pas de pression sociale par rapport à la question de l'euthanasie. Il y a une manipulation de l'opinion à travers un certain nombre d'événements de l'actualité. Alors on nous cite des sondages. Les sondages, j'arrive à comprendre la position des personnes. Si vous me demandez si j'ai envie de mourir en souffrant et en étant abandonné dans un fin fond d'hôpital, je suis certain que je répondrai que je serais plutôt favorable à l'euthanasie. Mais aujourd'hui, dans une démocratie, il faut que le débat ait lieu. Et un débat construit. Il a eu lieu en 2005 et en 2008 autour de la loi El-Lenetti. Si c'est nécessaire, reprenons le débat. On a une loi, elle renvoie à des valeurs. Uniquement, il faut faire acte de pédagogie et qu'on discute ensemble. Là, ce qui me frappe, c'est la violence des arguments des gens opposés à la loi Leonetti et partisans de l'euthanasie. Comment ils occupent aujourd'hui la scène publique d'une manière monolithique. C'est-à-dire les gens qui, comme nous, au niveau de la démocratie, disent mais peut-être qu'on pourrait se poser des questions, ils n'ont pas le droit au chapitre, et merci à Cato d'inviter. Vous voyez, donc on voit qu'on fait partie d'un petit groupe qui est de plus en plus marginalisé par ce qu'on dit, mais une société, c'est des valeurs, c'est des responsabilités. Un petit groupe parrainé tout de même par Elie Wiesel et soutenu entre autres par Robert Badinter. Cette question de l'euthanasie pose aussi bien sûr celle du regard que nous portons sur la vie des grands malades ou des personnes lourdement handicapées. À l'approche du 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, qui depuis 1992 est la journée mondiale du malade, voici le témoignage de Marie-Annick, elle aussi victime d'un accident vasculaire cérébral, elle aussi atteinte d'un lock-in syndrome. Si le cerveau fonctionne, son corps lui est inerte, presque mort depuis 30 ans. Et pourtant Marie-Annick est bien vivante. 11 mars 1982, elle a 28 ans. Jeune mariée, elle a une petite fille de 2 ans. Elle descend dans la cuisine préparer le petit déjeuner. Elle ne remontera jamais. Suite à un accident vasculaire cérébral, elle se retrouve totalement prisonnière de son corps, un légume. Un état neurologique appelé syndrome d'enfermement, lock-in syndrome. Les médecins pronostiquent sa mort. Marie-Annick choisit la vie. 30 ans après le drame de l'AVC, Marie-Annick et Joël, son mari, égrènent les pages d'une vie bien remplie. Les vacances en Israël, au Portugal ou en Chine. Je pense que c'est quelque chose de naturel. On est embarqué dans le même bateau, c'est tout. Bon, c'est elle qui est comme ça aurait pu être moi, et puis voilà. Et puis sans doute que moi aussi, j'ai mes propres problèmes. Mais sinon, vous regrettez cette vie que vous avez eue? Non. Pas du tout. C'est différent. C'est positivé. C'est comme ça. C'est témoigner que c'est possible. Marie-Annick, son témoignage, c'est celui de notre propre humanité. C'est peut-être cela ce que le couple souhaite transmettre, la vie tout simplement.
Et la journée mondiale du malade, c'est samedi, 11 février. International maintenant, vous vous en souvenez, le 31 octobre 2010, la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours à Bagdad était prise d'assaut pendant la messe par des terroristes ceinturés d'explosifs. 5 heures durant, ils tenaient en otage les 200 fidèles. 58 personnes ont trouvé la mort ce jour-là, dont 2 jeunes prêtres, le père Taher et le père Vasim, vicaire de la cathédrale. Jeudi 2 février, il y a une semaine, la Cour suprême irakienne a ratifié la condamnation à mort de 3 Irakiens. Ils sont accusés d'être les auteurs de cet attentat. Voici la réaction à ce verdict du père Raphaël Koutemi, curé de la cathédrale de Bagdad, aujourd'hui réfugié en France. Vous savez, c'est la justice du gouvernement, voilà. Pour nous, moi je l'ai dit dès que j'étais à l'hôpital de Bagdad. Je l'ai dit ici à Paris. J'ai dit aux journalistes, nous, comme chrétiens, nous avons pardonné. C'est l'enseignement du Christ qui nous a donné ça. Il faut pardonner. Et lui, il était le premier modèle, le premier exemple pour nous. Quand on l'a crucifié, il a pardonné. Alors pour nous, le pardon avant la justice, non? Le pardon avant la justice, même si le père Koutemi souligne aussi que personne n'a cherché à connaître les commanditaires de cet attentat. À Rome se tient depuis mardi un symposium organisé par l'Université grégorienne en lien avec le Vatican sur les abus sexuels commis dans l'Église. Cette rencontre intitulée « Vers la guérison et le renouveau » a été marquée par une veillée pénitentielle mardi soir à l'église Saint-Ignace, au cours de laquelle des prières ont été adressées à Dieu pour demander pardon pour les crimes commis, mais aussi de la part d'une victime, Mary Collins, pour avoir la force de pardonner. Le père François-Xavier Dumortier nous explique l'objectif de ce symposium. L'objectif de ce symposium n'est pas d'arriver à des conclusions déterminées sur lesquelles nous pourrions nous mettre d'accord comme une conférence internationale. L'objectif était d'abord de partager toutes les ressources disponibles sur le plan théologique, sur le plan psychologique, sur le plan de la réflexion, par rapport à ce que le cardinal Ouellet a appelé hier une tragédie dans l'Église. Et donc nous n'avons pas voulu que ce soit un événement isolé. Et nous avons voulu créer à la fin de ce symposium un centre de e-learning qui s'appellera un centre pour la protection de l'enfant, qui sera géré par l'Institut de psychologie de la Grégorienne, mais en lien avec l'université de Ulm en Allemagne, et qui sera lui-même basé à Munich. On revient maintenant sur les événements du week-end dernier. Ils sont de toute tendance, de toute sensibilité, de toute chapelle, si vous voulez, engagés sur des terrains très divers. Et pourtant, samedi, ils avaient rendez-vous ensemble au Collège des Bernardins. C'était les 6e rencontres Thomas More. Marine Wolf s'y trouvait. Les rencontres Thomas More ont réuni une trentaine d'associations et mouvements chrétiens samedi au Collège des Bernardins, chacun de domaines d'action extrêmement variés. Ceux qui viennent pour la première fois sont marqués par la richesse apportée par cette diversité. On rencontre des personnes engagées dans des secteurs qu'on ignore complètement, qui font des choses qui sont de grande valeur et on apprend à les écouter. Lorsque notre foi a énormément d'importance, on devient beaucoup plus chatouilleux sur les questions de sensibilité et on finit par prendre des bisbilles de manière trop importante, alors que ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Un thème est choisi à chaque édition pour sa capacité à questionner chacun. Qui est mon frère est celui de cette année. J'ai découvert il y a une vingtaine d'années que je ne disais pas dans ma prière « mon père », mais je disais « notre père ». Donc j'ai découvert que nous étions tous frères et donc découvrir d'autres frères, quelque chose d'assez unique et fondamental en tant qu'être humain. Si l'échange d'expériences est la marque de fabrique de ces rencontres, la force de ces journées est ailleurs. On fait en sorte que ce soit vraiment des personnes qui se rencontrent et pas seulement des institutions qui viennent présenter un tract ou une plaquette. Jean-Paul II disait dans une lettre apostolique « Les liens de la communion doivent être entretenus et étendus jour après jour, à tout niveau, dans le tissu de la vie de chaque église ». C'est dans cet esprit qu'ont lieu chaque année depuis 2006 les rencontres Thomas More.
Et pendant ce temps, à Rennes, bravant le froid, 2500 étudiants se sont retrouvés pour Ecclesia Campus. Bravant le froid également, Sybille Delettre est allée partager leur week-end. C'est au son du biniou breton que les 2500 jeunes ont été accueillis à Ecclesia Campus samedi matin. Le temps d'un week-end, les 150 aumôneries étudiantes de la France entière se sont donné rendez-vous à Rennes. Au programme, partage, temps de réflexion sur l'Église et la société, temps de prière, le tout dans une ambiance festive. Ils sont comme les autres. Nos jeunes, nos étudiants se retrouvent aussi dans les soirées. Mais il y a des moments où ils aiment à se retrouver ensemble pour se poser, pour réfléchir, pour prier. C'est ce qu'ils vivent ici à Ecclesia Campus. Alors qu'on imagine souvent les jeunes vivre au jour le jour, les étudiants ont su montrer la force de leurs convictions et de leur engagement de chrétiens dans la société. J'ai trouvé 2500 jeunes solidaires, voulant vivre ensemble, voulant s'engager dans le monde. Je crois que c'est très important dans le monde étudiant de ne pas être simplement dans l'intellection, quelque chose de très intellectuel, il y a aussi l'action. On ne peut pas juste penser Dieu, on ne peut pas avoir un discours seulement théologique, il faut l'enraciner dans l'action, dans le vivre ensemble. Un programme dense en à peine 48 heures, mais un pari réussi pour cette grande première qui rappelle le besoin de cette génération, vivre des moments de vraie fraternité tout en attendant de l'Église un enseignement clair et exigeant. Et pour revivre ce temps exceptionnel de fête, de prière et de réflexion, la rédaction de KTO vous donne rendez-vous vendredi soir à 20h40. Étienne Loraillère et le magazine Hors les murs vous emmèneront revivre Ecclesia Campus. Il est l'heure de retrouver maintenant la chronique du père Armogat. Lorsqu'on fait une chronique sur des sujets de société, il est difficile de ne pas parler des élections présidentielles maintenant que les 3 coups ont été frappés et que le rideau s'est levé sur le théâtre des prochaines élections. Alors, j'ai essayé de trouver un sujet qui ne puisse pas être incriminé comme un sujet politique et j'ai pensé au dopage sportif. Voilà un vrai sujet, une vraie question qui d'habitude est traitée en termes de tricherie. Comme si le sportif qui se dope trichait par rapport aux autres. Il me semble que le premier et principal problème est celui de sa propre santé. Quelqu'un qui se dope, c'est quelqu'un qui se dégrade de manière irréversible et, en second lieu, qui donne aux jeunes sportifs une image extrêmement négative de leur avenir. Alors, il me semble que dans ces affaires de dopage, nous devons être très attentifs à la qualité de santé de ceux qui se dopent et qui sont des victimes, parfois consentantes, mais pas toujours, de leur propre maladie. Et puis, il est troublant de voir que certains pays mettent un point d'honneur à soutenir des entreprises de dopage sportif, comme si on mettait un point d'honneur à accepter que des gens puissent, de manière irréversible, dégrader leur santé. Voilà ce qui devrait nous permettre de réfléchir, peut-être en dehors des enjeux présidentiels, ou peut-être pas très loin, si l'on pense aux candidats. Père Armogat, merci. On vous retrouve dans 15 jours. Tout de suite, la revue de presse. Et ça n'est pas une surprise en cette période électorale. La presse chrétienne est sensible au thème de société, la bataille de l'euthanasie pour familles chrétiennes et la stratégie médiatique des pro-euthanasie, on en reparle. Vous retrouverez en particulier le récit de la bataille juridique qui a abouti à l'arrêt du Conseil de l'Europe qui dit non à la tentation de l'euthanasie, ainsi que les bonnes feuilles du livre de Tugdual Derville qui analyse cette grande affaire médiatique. Pellegrin propose de rencontrer 3 ouvrières de l'usine Le Jabi. Et le dossier de la semaine porte sur le courage. Le courage, une vertu morale, mais aussi spirituelle, pour oser parler à contre-courant, agir sans peur. Le découragement est le symptôme d'une crise morale, souligne Anne Ponce dans son éditorial. La vie revient sur le clivage catho de gauche, catho de droite et 2 siècles de conflits. Et puis, face à l'emprise des sciences sociales, l'homme nouveau s'interroge. La famille ne serait-elle plus qu'un type sociologique pouvant se décliner à l'infini? Réponse dans l'un des dossiers de campagne du bimensuel. Enfin, Réforme consacre plusieurs pages à la corruption, entrave à la démocratie et au développement économique. L'économie, justement, on en parle dans le dossier.
Oui, parce que le dossier de ce soir, c'est précisément cette question. Existe-t-il une alternative à la situation actuelle? Y a-t-il encore besoin d'une réflexion sur l'économie? On est en période de campagne, donc en principe en période de réflexion sur des grands choix collectifs. Mais en même temps, la crise financière n'en finit plus de paralyser les États. Les citoyens semblent résignés à l'idée que la politique n'a plus rien à faire en économie, que le libéralisme est incontrôlable. Alors qu'en est-il? C'est la question que je vais poser à nos deux invités, François Huguenin, historien et essayiste, et Guillaume Goubert, rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Philippine. Merci d'être là. Alors est-ce que vraiment ça ne sert plus à rien de penser l'économie aujourd'hui, François ? C'est compliqué parce que, avec notamment le phénomène de la mondialisation qu'on connaît bien, mais pas seulement, avant même ce phénomène de mondialisation, il y a quand même une complexification de l'économie depuis longtemps qui fait qu'en réalité, la sphère économique échappe de plus en plus au pouvoir souverain des États. Justement, c'est pour ça qu'on se dit qu'il n'y a plus rien à faire. Alors, il y a sans doute une mutation de la politique qui, dans sa verticalité, n'est plus opérante, en tout cas sur les questions économiques et sociales, en tout cas beaucoup moins, alors qu'en revanche, la politique est de plus en plus horizontale et donc demande sans doute que le principe de responsabilité de chacun, de chaque personne humaine, se mettre en place. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans les grands combats idéologiques, marxisme contre capitalisme, je crois que c'est terminé. Mais en revanche, il y a certainement un fait important qu'il faut noter, c'est que chacun, nous sommes à notre place, des acteurs de l'économie mondiale, des acteurs de la vie sociale, et chaque décision que nous prenons de consommation, de management dans les entreprises, de travail, de mode de loisirs, de mode de vie, a un impact économique et social. Et Guillaume Goubert, c'est cette complexité des mécanismes économiques qui explique qu'aujourd'hui, finalement, dans la campagne, par exemple, on parle assez peu d'économie? C'est vrai que la décision économique est moins dans les mains des politiques qu'elle ne l'était il y a 1 ou 2 générations. Ça, c'est une certitude et c'est ce qui les rend assez prudents dans leurs annonces. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Comme vient de le dire François Huguenin, chacun individuellement peut faire des choses, et même à haut niveau. Je veux dire, ces dernières années, par exemple, les responsables de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet dans un premier temps, Mario Draghi plus récemment, ont pris des décisions qui ont été dans des situations d'urgence extrêmement importantes pour éviter l'effondrement d'un système. Et je pense que nous avons tous à réfléchir sur ce qui est notre responsabilité propre, y compris les politiques. Quand vous appelez à la responsabilité individuelle, on entend aussi peut-être un peu une résonance avec le discours des jeunes générations en particulier sur la décroissance, le refus de la société de consommation. C'est à ça que vous faites allusion? Alors, je différencierais 2 choses. Il y a dans le mot décroissance ce que j'appellerais une idéologie de la décroissance qui est au fond la sœur jumelle de l'idéologie de la croissance dont nous sommes les héritiers, celle des 30 Glorieuses, et je me méfie beaucoup de ces idéologies de la croissance ou de la décroissance. En revanche, ce qui me paraît important, c'est que nous puissions avoir chacun, et là je pense que les chrétiens ont une parole à porter aujourd'hui sur la scène politique et sociale, en tant que chrétiens, sur, par exemple, le mode de consommation. Est-ce qu'il est absolument nécessaire, lorsque une nouvelle génération de téléphones portables ou d'ordinateurs arrive sur le marché, que je me débarrasse immédiatement de mon ancien matériel qui fonctionnait parfaitement bien pour en acheter un nouveau? Est-ce que nous sommes obligés d'être dans la surenchère de consommation, chacun où nous sommes? Est-ce que nous sommes obligés, en tant que manager d'entreprise, petite ou grosse, de courir après le profit au détriment d'un véritable projet d'entreprise qui est à la fois un projet de vie et un projet collectif? Tout cela... Voilà. Alors, ces décisions individuelles, elles pourraient faire l'objet d'une réflexion collective néanmoins, et on n'a pas l'impression qu'il y ait véritablement aujourd'hui un débat sur
ces questions. Il a du mal à émerger au plus haut niveau du débat médiatique, mais il existe néanmoins. Par exemple, la semaine dernière, il y avait le salon des entrepreneurs porte-maillot, organisé par le groupe Les Échos, tout ce qu'il y a de plus classique. Dans ce salon, il y a une section consacrée aux entreprises sociales. Je peux vous dire qu'il y avait un monde fou qui se promenait dans les stands. Pas... Bien sûr, il y a un effet de mode, mais il faut savoir les encourager, les effets de mode, quand ils se portent sur des choses intéressantes. Donc, dans le cas précis. Mais ça concerne aussi, si vous prenez le témoignage qu'a donné récemment Emmanuel Faber, qui est le vice-président de Danone, qui, vraiment d'une manière extrêmement intéressante, réfléchit sur ce qui est sa propre responsabilité de dirigeant de multinationale, qui essaie de travailler avec d'autres personnes comme Mohamed Younous à créer ce qu'il appelle une zone démilitarisée où on puisse expérimenter des choses un petit peu différentes, etc. Non, il se passe beaucoup de choses sur ce terrain-là. Et je pense que, et justement, Emmanuel Faber est intéressant dans la mesure où il prêche précisément sur cette conversion, le mot est un peu fort bien sûr, surtout sur cette antenne, mais sur une conversion de chacun à des formes justement de tempérance, à des formes de réflexion critique sur ses propres attitudes. Et petit à petit, il faut espérer que tout ça va gagner. Alors est-ce que ça va aller aussi vite que les problèmes auxquels nous sommes confrontés? C'est pas certain, il faut bien le reconnaître. Mais je pense que c'est la meilleure chance qu'on ait à exploiter aujourd'hui. Il me semble que politiquement, une des actions et un des leviers que peut avoir un État, et que peuvent avoir par exemple l'ensemble des États européens, c'est la question de l'éducation. Beaucoup des comportements économiques et sociaux des générations qui vont nous succéder vont être déterminés par ce qui se passe à l'école, par ce qu'on apprend à l'école. Les hussards noirs de la République, qui n'avaient pas que des défauts, ont quand même fabriqué un certain nombre de générations pour lesquelles un certain nombre de valeurs, comme celle de sacrifice, comme celle du sens du pays, ont été importantes et ont véritablement servi à créer un ciment social. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une grande déshérence de l'école sur ces thèmes-là, et je crois que l'État aurait intérêt à impulser cela. On entend régulièrement l'Église appeler à cette réflexion, le pape en tout premier, qui appelle à véritablement changer de mode de vie en Occident. Mais on a quand même du mal à se dire au quotidien que réfréner un peu ces élans de toute consommation, ça peut finalement changer quelque chose par rapport à la crise grecque qui fait la une de nos médias sans interruption depuis une année et encore aujourd'hui. Les situations de crise, il faut qu'elles soient prises en charge par le top management de la société, c'est clair. Je veux dire, c'est la responsabilité des gouverneurs de banques centrales, au premier rang desquels la Banque centrale européenne, etc. Là, il y a vraiment une situation de crise qui a besoin d'être gérée dans la crise. Mais ce qui prépare l'avenir, c'est par exemple le développement des AMAP, de tous les circuits courts en matière d'économie, de la relocalisation d'activités, de coopération entre des acteurs de nature très différente. Je pense que vous parliez d'éducation. Je pense qu'il y a vraiment un sujet de réflexion énorme en matière d'éducation, c'est la question de l'individualisme, qui va de pair d'ailleurs avec le libéralisme, et qu'il faut remettre en cause un certain degré d'individualisme qui prévaut aujourd'hui dans les valeurs sociales. Et si on ne revient pas un peu en arrière sur ce terrain-là, il y aura effectivement beaucoup de difficultés à construire autre chose. Si en revanche on arrive à redécouvrir des formes de solidarité, le fait que nos destins sont liés. Je veux dire, ce matin à la radio, j'entendais un syndicaliste CGT de Flins dire que l'ouverture d'une usine Renault à Tanger, il trouvait ça très bien. Je trouve que c'est extrêmement intéressant comme réaction. Ça veut dire que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air et que ce n'est pas forcément parce qu'il y a une usine Renault qui ouvre à Tanger que ça va être une catastrophe pour les ouvriers français de Renault. Il y a un risque, néanmoins, on le sait bien. Mais je veux dire, c'est tout ça qu'il faut redécouvrir. Et là, ce syndicaliste exprimait une forme de solidarité avec d'autres personnes qui travaillent que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Si je vous suis l'un et l'autre, ça veut dire que la première démarche, au fond, c'est de cesser de penser l'économie de manière strictement individuelle, strictement individualiste. Dans votre ouvrage « Résister au libéralisme » paru chez CNRS Éditions, François Huguenin, vous évoquez tous ces penseurs de la communauté. C'est quelque chose qui peut se traduire dans notre vie dans les décennies à venir? C'est une galaxie très importante dans le monde anglo-américain, justement, qui prend un peu à rebrousse-poil le libéralisme triomphant. Elle est moins connue dans le milieu français, qui est un peu à côté de ces débats intellectuels, mais hors les débats très intellectuels qui sont au demeurant passionnants, il y a effectivement, je crois, cette idée que avant d'être un je, nous sommes un nous. Chacun d'entre nous est un nous. Nous vivons, nous naissons dans une société qui nous donne beaucoup,
qui nous donnent une langue, une culture, des biens de consommation première que nous n'avons évidemment pas produits et que nous recevons. Et donc nous sommes très débiteurs de tout cela. Et que petit à petit, c'est cette culture-là, cette société-là qui fait que nous arrivons à conquérir notre individualité. Mais ce n'est pas dans le sens inverse. Et donc ça, c'est véritablement une question d'éducation. Je reviens à mes hussards noirs, ils l'avaient compris. Si on ne met pas ça au cœur des préoccupations de la politique d'aujourd'hui, on risque malheureusement d'avoir des lendemains qui déchantent. Et en tout cas, il ne faut pas déserter au plan de la pensée, même de la réflexion personnelle ces temps-ci. Les enjeux à l'économie, non, il n'y a pas juste un monde, une matrice qui nous échapperait totalement et sur laquelle il n'y aurait pas d'action possible. Il y a aussi la responsabilité de chacun, la réflexion de chacun et de tous ensemble. Merci à tous les deux de nous avoir encouragés à cette réflexion en venant sur le plateau d'À la Source, sur lequel, la semaine prochaine, vous aurez la joie de retrouver David Milla. Bonne semaine.